Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Ici et Maintenant. Vous êtes en direct sur Radio Couleur Lyon, sur le 87.1 dans le Nord-Isère ou sur le DAB éventuellement si vous êtes dans la voiture. Je suis heureux de vous recevoir pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui concerne notre civilisation, l'homme civilisé. Notre invité nous dira à quoi ça correspond, cette notion d'homme civilisé, et également de civilisation occidentale, c'est-à-dire la nôtre. Comment a-t-elle évolué? A-t-on atteint aujourd'hui un plafond de verre? On a l'impression qu'on vit une crise depuis tout ce qui s'est passé avec la période Covid. Est-ce qu'on s'est vraiment éloigné de nos racines? On parlera également, puisque mon invité les connaît très très bien pour avoir beaucoup voyagé, les peuples premiers, le sacré, le monde du vivant. Elle en parlera beaucoup mieux que moi. Et mon invité du jour fait dans son livre allusion à une notion de mutation anthropologique inévitable. Aujourd'hui, en gros, on serait au pied du mur, dans une antichambre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste bloqué dans l'antichambre ou est-ce qu'on franchit le seuil qui se présente à nous, on ouvre la porte et on ressort, on évolue dans une autre direction, on va dire. Pour en parler, il n'y a rien de mieux que de recevoir l'invité du jour. Je vous invite à accueillir avec moi à mes côtés Audrey Chapeau. Bonjour Audrey. Bonjour Cédric. Comment ça va Audrey, tu vas bien? Ça va très très bien, je te remercie. Alors, je suis vraiment heureux de te recevoir à l'antenne de Radio Couleur Lyon. Tu es toi-même sur Lyon aujourd'hui. En coup de vent, je suis sur Lyon en coup de vent, effectivement. Mais en fait, tu es souvent partout en coup de vent. En France, en ce moment, oui. Oui, Depuis c'est un vrai, an et c'est demi, vrai. je suis en coup de vent. Tu te Mais considères je comme prends le une... temps quand même, tu vois. On va avoir le temps de se poser et d'échanger un Bon, petit peu. Donc, tu n'es pas une déracinée quand même. je suis une voyageuse. Tu es une voyageuse. Je suis une voyageuse. Je me pose dans certains lieux et au bout d'un moment, j'ai besoin d'air nouveau, d'air frais. Donc, je continue ma route. Et ça me va très bien comme ça. En tout cas, tu as l'air épanoui, donc ça, Voilà. je confirme. Tu es anthropologue indépendante. Si je me fie aux descriptions que l'on retrouve dans tes ouvrages, tu es également donc auteure, conférencière, pardon, tradipraticienne, voilà le lapsus, et voyageuse, tu l'as dit à l'instant. Cette notion d'indépendance revient souvent. Déjà, anthropologue indépendante, pourquoi tu n'es pas rattachée à un institut, une université? C'est C'est un ça, choix? en fait, c'est juste pour éviter de porter à confusion parce que, Mmh. de manière, conventionnelle, on va dire, les anthropologues, travaillent dans un centre de recherche au sein d'une Oui. université et donc, peu importe les sujets sur lesquels ils travaillent, ils sont quand même, liés à l'institution dans laquelle Oui. ils travaillent au quotidien et donc moi, c'est pas du tout le cas, par choix et parce que ça s'est présenté comme ça dans mon cheminement personnel et donc je le dis pour montrer que, en fait, je n'ai pas de précaution particulière à prendre par rapport à ce que je dis. C'est-à-dire ça n'engage que moi et à aucun moment ça va engager une institution quelle qu'elle soit. Donc c'est juste pour clarifier les choses dès le départ. Ouais, ta parole est libre. C'est tant mieux. Tu es Voilà. totalement indépendant, tu as bien raison. Et tu as publié aujourd'hui un certain nombre de livres. Les voici à l'écran. 5 ouvrages, c'est ça, tu m'as dit? 5 pour 5 le moment, ouvrages. oui. Voilà. Tous en auto-édition? Ça s'est trouvé comme ça. Oui. C'était, alors le premier, j'aurais pu le publier, mais il aurait été modifié et mon intention était Ouais. vraiment de laisser cette première énergie en fait, bon même s'il a été retravaillé à X reprises, mais, l'esprit des mots, donc c'était le premier et Oui. j'avais vraiment envie de laisser cette énergie et le fait que les lecteurs à la fin de l'ouvrage, soient amenés à se poser plus de questions qu'au début de l'ouvrage. C'était vraiment mon Mmh. intention. Donc je l'ai fait en auto-édition et puis pour les autres, ça s'est présenté comme ça. Après ça évoluera peut-être dans le futur, je suis pas fermée à mais ça me va bien. Enfin voilà, cette approche de l'auto-édition pour ces 5 premiers ouvrages, ça fait sens. On Mmh. verra par la suite. Oui, bah, écoute, tu as bien raison. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié cet ouvrage-ci, que je mets à l'antenne pour ceux qui sont en replay sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Donc, Mutation anthropologique au cœur de l'inévitable métamorphose de notre civilisation. Donc, ça, c'est le livre qui est paru. Il y a combien de temps désormais, Audrey, qu'il est paru celui-ci? En
il y a un peu plus de 6 mois, en juin Oui, 2023. d'accord, ok. J'ai adoré cet ouvrage parce qu'il fait une photographie de la situation aujourd'hui de notre civilisation occidentale. On a tous conscience, nous, que nous considérons comme hommes civilisés, tu vas définir après cette notion dans ton livre, tu en parles très très bien, on a tous conscience qu'on a atteint là un seuil de non-retour, on va dire, que tout va pas très bien. L'homme civilisé, on sent qu'il est mal dans sa peau, dans sa tête. En tout cas, c'est le ressenti général actuellement. Tu en parles très bien, tu essaies d'expliquer les raisons. Tu dis que tout ça remonte à pas mal de temps dans notre passé historique. D'ailleurs, voilà, ma première question, Audrey, dès le début de l'ouvrage, tu fais un portrait justement de l'homme civilisé, un portrait, ce qu'on appelle au vitriol, voilà, tu te fais plaisir. Euh, en quoi notre civilisation est-elle devenue, quand tu la qualifies, d'indécente? Tu parles d'indécence dans ton livre. Exactement, alors ce début d'ouvrage, enfin ce premier chapitre en fait, c'était vraiment pour poser les choses, alors certes avec mon regard d'anthropologue, c'était pour poser les choses, mais et ne pas rester coincé ensuite dans le constat, mais aller sur, les évolutions, hein, comme tu l'as exprimé. Hem, Effectivement, alors je parle de civilisation parce que, c'est beaucoup plus large que de parler de culture, hein. Oui. Mmh. Donc je parle de l'homme, ce que tu dis, l'homme civilisé, c'est l'homme occidentalisé. Donc j'essaie d'en faire une photographie actuelle qui englobe aussi toutes les diversités, les multiplicités de ce que cela, heu, représente. Hem, on n'est pas unique, hein, donc il y a toute cette diversité-là, mais globalement, on est arrivé à un moment de notre histoire, dans cette société, dans cette civilisation occidentalisée, donc toute l'Europe, Amérique du Nord et puis tout un tas d'autres pays sur les autres continents, hein, Oui, oui, Asie, oui. énormément, heu, Afrique aussi dans certains contextes, où, on court après le toujours plus depuis déjà très longtemps. On a souvent l'habitude de prendre comme point de référence ce qui s'est passé il y a quelques décennies, il y a 2-3 siècles. Quand on est très ambitieux, on remonte à la civilisation gréco-romaine, mais en fin de compte, quand on prend en compte l'histoire de l'humanité dans son ensemble, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancien que ça. Et donc en regardant l'histoire longue, moi ce que j'aime bien, c'est regarder l'histoire longue pour différencier qu'est-ce qui est de l'ordre des soubresauts et qu'est-ce qui est de l'ordre des évolutions réelles en profondeur. Et donc, quand on prend ce registre-là, on se rend compte qu'il y a eu ces derniers temps, donc depuis 2-3 siècles et encore plus ces dernières décennies, des accélérations énormes, 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 qui avaient déjà des germes il y a X siècles, même il y a 2 millénaires, hein. Les choses se sont posées, les fondations se sont posées et puis petit à petit, ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi jusqu'à aujourd'hui où ça s'emballe complètement. Et ça Mmh. s'emballe tellement que il y a plus rien qui fait sens, il y a plus du tout de cohérence en fin de compte. On est dans le toujours plus de progrès, plus de vitesse, plus de conformité, plus, de maîtrise, plus de pouvoir, plus de contrôle et ça fait pas sens. Ça ce n'est pas compatible avec ce que nous sommes en tant qu'être humain, en tant qu'être Mmh. vivant, Mmh. qui sommes des animaux particuliers, mais des animaux quand même, hein. D'ac Et c'est ça en fait que je décris. Ce n'est plus possible et peu Mmh. importe, l'idée que l'on a de ce que serait notre progrès ou notre bien-être, hein. Il y en a qui sont très, très technologie, d'autres qui sont au contraire, plutôt dans la décroissance, enfin, je veux dire, il y a plein, plein de modèles différents Mmh. qui existent, mais globalement, la manière dont nous vivons aujourd'hui, les représentations que nous avons, les registres de référence que nous avons ne sont plus viables. Donc on est en train de vivre l'agonie de notre modèle de civilisation. Ce qui ne veut pas dire que l'être humain va disparaître pour autant. Peut-être, mais peut-être pas, hein. Donc c'est certes un portrait au vitriol comme tu le disais, mais ça ne veut pas forcément dire que la suite va être négative. Mmh. Tu parles d'un triptyque, j'en ai relevé même 2, que, cette notion de pouvoir, de domination, d'asservissement. C'est le premier triptyque. Le second, ouais, se recoupe un peu, pouvoir, richesse et le statut qui augmente.
Tu considères que ça, c'est la marque de fabrique qui a amené l'homme civilisé à cette situation aujourd'hui, ce vouloir toujours de suprématie. On a parlé dans les temps passés de l'asservissement, de soumettre des peuples qui n'étaient pas civilisés, qui physiquement n'étaient pas comme nous, qui paraissaient plus faibles. Tu en parles très bien dans ton livre. Tu penses que ça, c'est la marque de fabrique de notre civilisation aujourd'hui qui explique la situation dans laquelle nous sommes? C'est l'une des marques de fabrique, principales, je pense. En fait, j'ai essayé de trouver quels étaient ou quels étaient les éléments, initiaux qui ont entraîné ensuite tout un tas d'autres, registres de ce qui fait notre civilisation aujourd'hui. Et en fait, si on regarde, on a enfin, je me rappelle à l'école primaire ou au collège, on nous expliquait que notre civilisation avait commencé avec la sédentarisation. À partir du moment où l'homme n'était plus nomade, hein, où nos ancêtres préhistoriques s'étaient sédentarisés, la civilisation avait commencé. Hein, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et en fin de compte, c'est pas la sédentarité qui est le point de départ. C'est plutôt la création de grandes cités. Dans lesquels on peut être nomade, semi-nomade, pastoraux, enfin voilà, les sociétés pastorales sont dans un semi-nomadisme et une semi-sédentarité. Et donc, c'est pas la sédentarité en tant que telle, ça c'est l'une des conséquences de ce registre, mais c'est surtout le fait de constituer une cité-État, donc de vouloir se structurer dans une communauté qui avait dépassé des tailles critiques, on va dire des tribus, des clans, etc. Donc, à partir du moment où la population grandit, dépasse un certain seuil de taille, pour vivre ensemble, il faut se structurer différemment. Et donc ça a amené la création des cités-États, donc sur tous les continents, hein, c'est pas que en Europe. Et à partir de là, forcément, il y a un besoin de construire quelque chose de nouveau, de trouver d'autres règles de fonctionnement. Donc, il faut bien qu'il y ait que les hommes, en fin de compte, construisent géographiquement des petites villes, hein, dans lesquelles ils vivent au quotidien ou dans lesquelles ils vont, ils viennent, peu importe. Et de là, on est sur l'invention, on va dire, la création du rapport de force entre êtres humains. Il y en a qui font, il y en a qui disent comment faire. Il y a la répartition, la division du travail qui apparaît. Voilà, il y a tout ça. Là où avant, même s'il y avait des experts dans la taille de pierre, etc., mais tout le monde était plus ou moins polyvalent et devait être polyvalent parce que le groupe, les communautés dans lesquelles ils vivaient étaient de petite taille et donc fallait savoir tout faire pour le renouvellement logique de cette communauté de petite taille. À partir du moment où on est dans des communautés de beaucoup plus grande taille, la spécialisation intervient. Et avec la spécialisation et la division du travail, intervient aussi les rapports de force, la hiérarchie, etc. Et donc, pour moi, c'est avec cette hiérarchie-là, vient donc l'idée de domination qui s'installe, de statut, de pouvoir, de prise de pouvoir, acceptée de part et d'autre, mais c'est le début de ce qui va devenir ensuite les esclavagismes de différentes manières. Hein. Et aujourd'hui, certes, officiellement, légalement, en France, on va dire, si on prend juste ce point-là, parce qu'après, avec les législations des différents pays, c'est très variable, mais si on regarde en France, la législation est très, très claire, mais quand on regarde réellement ce qui se passe dans notre quotidien à tous, on est quand même tous plus ou moins enfermés dans des dominations de statut, de pouvoir, de contrôle, de conditionnement. Rien que dans le rapport au travail, on s'en rend compte. Hein, il y a beaucoup de personnes qui souffrent énormément parce qu'en fin de compte, elles n'ont pas des libertés d'action, on va dire, et de posture qui leur sont suffisamment agréables. Elles sont dans une situation de domination, d'emprise. Oui. Pour ceux qui nous suivent à l'antenne de Radio Couleur, ça fait déjà un quart d'heure qu'on est ensemble, et tous les quarts d'heure, j'annoncerai, c'était l'obligation Arcom. Nous sommes sur Radio Couleur Lyon, Radio Couleur Nord-Isère. Nous sommes avec Audrey Chapeau, anthropologue indépendante, qui nous parle aujourd'hui de son ouvrage qui s'intitule « Mutation anthropologique au cœur de l'inévitable métamorphose de notre civilisation ». Voilà, là on fait un
enfin, Audrey nous présente un petit peu le bilan de notre civilisation aujourd'hui, avec les événements qu'on peut vivre aussi. Hein. On n'a pas parlé forcément de l'Ukraine, hein, mais ce devoir de domination de certains peuples sur d'autres. D'ailleurs, ça recoupe un petit peu. Tu fais également allusion, une des tares de l'homme civilisé, ce besoin de ces sociétés de consommation, de tout de suite, de tout maintenant, cette notion de publicité permanente. Hein, on est tous harcelés en permanence, matraqués. J'avais vu une étude à un moment donné, il me parlait d'un nombre indécent de publicités qui nous matraquent chaque jour, inconsciemment, dans la rue, partout, à la télé, à la radio. Donc ça, et puis cette notion aussi d'ego, d'apparence. Aujourd'hui, l'être humain, sur les réseaux sociaux, toujours cette notion de se montrer, de se filmer. Comment toi, tu appréhendes ça? Tu en parles très bien dans ton livre. Est-ce que ça contribue aujourd'hui à la situation dans laquelle nous sommes en tant que civilisation occidentale? Tout à fait, alors ça contribue parce qu'en fin de compte, c'est comme si on était dépossédé de ce que nous sommes. C'est-à-dire, c'est comme si cette course à la consommation, au désir, à la construction de besoins artificiels, qui dans certains cas sont très agréables et très utiles a posteriori. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut rien consommer, pas du tout, mais il y a quand même un excès, en fait. Ce que je dénonce, ce n'est pas le fait de la consommation, c'est pas ça, c'est les excès qui en découlent et qui font que ça reste difficile de rester maître de soi-même, dans le sens où tout est fait pour nous amener à nous embarquer dans quelque chose qui nous dirait comment vivre, comment agir, comment consommer, comment penser. Et donc, ça nous dépossède de notre conscience, de notre éthique, de nos besoins personnels, de notre rapport à notre corps, de notre singularité, de notre individualité. Et donc, c'est ça que je dénonce en fin de compte. Le fait qu'on est arrivé dans une situation excessive qui fait tout pour nous embarquer là où un système mis en place qui peut-être dépasse déjà les personnes qui l'ont mis en place, hein, enfin, peut-être déjà, moi j'ai ma petite idée, hein, je sais qu'il le dépasse déjà, mais après chacun pense comme il le souhaite, hein, ça n'engage que moi, le fait qu'on est déjà dépassé par ça. Et c'est tout l'enjeu de mon livre aussi, c'est de montrer que malgré ce constat qui apparemment est très sombre, ça ne veut pas dire que c'est foutu. On a, et c'est une invitation. Mon livre, c'est vraiment une invitation à réfléchir sur plusieurs registres différents, que chacun fasse comme il le souhaite, avec ce qui est le plus important pour lui, pour se dire, mais comment je fais pour reprendre possession de ce que je suis? Alors, la formulation est très maladroite, mais c'est pour montrer l'ampleur, en fait, de ce dont il s'agit. Comment je fais pour renouer avec mon humanité? Comment je fais pour renouer avec ma sensibilité, avec mes besoins, avec mon corps, avec ce que j'ai envie d'expérimenter ou pas, en fait. J'ai répondu à ta question, là? Oui, bien sûr, Oui. très bien. Tu parles donc de mutation anthropologique inévitable, c'est-à-dire qu'il faut opérer cette mutation. Alors, tu la distingues, cette notion de mutation, de transformation et de changement. Pour toi, ce n'est pas la même chose. Exactement, c'est une question d'ampleur et de registre. C'est-à-dire qu'on parle souvent de crise. Une crise, c'est quelque chose de momentané, hein, c'est comme un petit soubresaut pour dire attention, là il se passe quelque chose, et puis les modifications qui en résultent sont superficielles, cosmétiques. Là, c'est pas de ça dont il s'agit. Une transformation, c'est quand on change la forme, mais que le fond reste le même. Là, c'est pas ce dont il s'agit. Je parle vraiment de métamorphose ou de mutation parce qu'il y a vraiment des changements en profondeur. C'est inévitable parce qu'on ne peut pas faire machine arrière et on ne peut pas stopper ça. Hein. Le processus est en cours. Bien sûr. Et mutation, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va changer ce qu'on est en train de vivre en ce moment, qui ne va pas durer juste quelques mois ou quelques années. Hein. Ça peut durer plusieurs décennies, peut-être même un peu plus, comme dans toutes les grandes mutations qui ont eu lieu dans l'histoire de
de l'humanité. Ça va changer notre rapport au monde, notre rapport à tout ce qui constitue notre quotidien, notre rapport au travail, j'en parle beaucoup parce que ça c'est l'un des gros enjeux, notre rapport à la santé, notre rapport à la vie, notre rapport à la mort, mais dans la mutation, dans les mutations anthropologiques que l'être humain a vécues, ça change aussi son physique, ça change sa physiologie, ça change sa cognition, donc ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau de la pensée, au niveau de la première grande mutation anthropologique qui a existé, c'est l'invention du bâton. Je prends souvent cet exemple parce qu'on n'y pense pas, on pense tout de suite à des modèles de sociétés déjà très implantées, urbanisées, etc. Non, la première mutation anthropologique, c'était l'invention du bâton qui a fait qu'on est passé d'un mode de fonctionnement où on était ou à quatre pattes ou à deux pattes et on grimpait dans les arbres, etc., à une posture de bipède en continu. Et ça, c'est pas juste, bah tiens, maintenant on est sur deux pattes et plus sur quatre ou au choix. Ça a permis, en se relevant, de modifier la colonne vertébrale, la tête, donc la taille du cerveau aussi. Ça a permis la création du langage articulé que l'on n'avait pas avant. C'était un autre langage. Et donc, on voit bien que ça a modifié beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est des mutations de cet ordre-là, en fin de compte, dont il est question. Alors, je ne dis pas qu'on va être mutant demain, on va rester des hommes, mais de la même manière que, si je prends un autre exemple très, très bref, à partir du moment où on a inventé, par exemple, la roue, ou la domestication des animaux qui a fait qu'on a pu, par exemple, monter à cheval, et ben, on n'avait pas besoin de marcher aussi longtemps, aussi vite, et donc notre morphologie a changé. Et quand on regarde notre apparence physique aujourd'hui, on est quand même très, très handicapé par rapport à nos ancêtres lointains parce qu'on ne marche plus. On ne sait plus marcher sur de très longues distances. Donc, c'est bien une mutation de notre organisme, de notre corps complet. Et là, aujourd'hui, notamment avec le numérique, on a une externalisation de notre mémoire, par exemple. Je ne parle pas de tous les progrès médicaux, etc., enfin, toutes les avancées technologiques, progrès ou pas, qui, là, nous transforment déjà beaucoup. Mais notre alimentation nous transforme, notre physiologie, notre physionomie. Tout le numérique externalise notre mémoire. Donc, en fin de compte, on est déjà en train de se transformer. On est déjà en train de muter. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait que c'est un progrès pour nous et qu'est-ce qui fait qu'au contraire, on est en train de se perdre. Ouais. Là où, par exemple, les peuples premiers ou des sociétés traditionnelles, sans forcément que ce soit des peuples premiers, quand on écoute des personnes qui sont reliées à ces sagesses ancestrales, ont l'habitude de dire, pour faire court, l'homme blanc s'est perdu en chemin. Alors, pour faire court, parce que ce n'est pas forcément l'homme blanc, on regarde ce qui se passe en Chine, au Japon ou autre, ce n'est pas un homme blanc, mais caucasien. Mais l'idée, c'est ça, c'est l'homme occidentalisé, civilisé, je mets ça avec plein de guillemets parce que c'est le terme historique qui est affreux, mais donc cette civilisation occidentalisée fait que, oui, il y a plein de choses qui nous amènent une certaine idée du progrès, mais en même temps, on se perd nous-mêmes. Et c'est ça le message de ces peuples premiers ou de ces sagesses ancestrales qui revient sans arrêt, en fait. Alors, les peuples premiers, on en parlera dans la seconde partie de l'émission. Oui. On est bientôt fini la première partie d'ailleurs. Alors, ce qui est rassurant, donc je fais un point par rapport à ton discours et au contenu de l'ouvrage. La race humaine n'est pas en voie d'extinction, enfin l'espèce humaine n'est pas en voie d'extinction, tu nous rassures tous. Les mutations, on en a connu d'autres, la preuve, le bâton, la roue. Oui. Donc, le phénomène qu'on vit aujourd'hui, c'est un phénomène, on va dire, un peu cyclique. C'est quelque chose qui arrive à un moment donné. Il faut simplement l'accepter, s'y confronter et passer au-delà. Tu prends l'image de l'antichambre, j'en parlais au début de l'émission. Oui. On est dans une antichambre actuellement, tu fais allusion à une porte devant nous, un seuil, et on doit franchir ce seuil, en fait, selon toi. Tout à fait. Et on n'a pas le choix. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas, je reste sur le seuil et j'attends que ça se passe. C'est-à-dire que y a tout un tas de personnes qui, avec leurs idées, leurs convictions, leurs engagements, sont déjà en train de franchir ce seuil, en train de créer quelque chose, d'expérimenter différents types de modes de vie, de ce qu'ils ont envie que notre futur soit, à quoi ils ont envie que ça ressemble. Donc, ils sont déjà dans l'action.
hein. Il y a des choses qui vont être pérennes, il y en a d'autres qui ne le seront pas. Ça, c'est le futur qui nous le montrera. Et puis, il y a des personnes qui, en fait, ont peur, sont tétanisées, restent attachées au modèle que l'on est en train de quitter. Pour plein de raisons différentes. Enfin, c'est ce que j'explique aussi dans le livre. Il y a quelque chose de légitime à se dire, mais non, je suis tétanisée par ce qui se passe, j'ai peur, etc. Il y a un côté qui est compréhensible, mais en même temps, elles n'ont pas le choix. C'est-à-dire que si elles veulent rester sur ce seuil, hein, dans cette antichambre-là, à un moment ou à un autre, elles vont être fauchées, en fait, comme un raz-de-marée, comme une vague qui va les emporter. Donc, plutôt que d'attendre et d'être emportées et sans comprendre ce qui se passe, autant prendre conscience de ce qui est en train de se passer et de se dire, j'ai envie de prendre quel chemin, moi, individuellement. Donc, c'est ça aussi, l'un des enjeux du livre, c'est de se dire, il n'y a rien. Ce qui est inévitable, c'est le fait que notre modèle de civilisation est en train de mourir, est en train d'agoniser. Donc, il y a autre chose qui se prépare. Et ça sera peut-être un modèle multiple, hein, ça ne sera pas forcément un modèle unique. Moi, je pense qu'il va y avoir une diversité de possibilités dans le futur. Donc, au lieu d'attendre et de se faire embarquer et de ne rien choisir et dire, ben, j'ai la trouille, je me crispe, je résiste autant que possible, et de pâtir de ça, ben, autant se dire, j'ai envie de quoi et qu'est-ce que je peux mettre en place pour apporter ma pierre à l'édifice, à mon niveau, hein, sans révolutionner le registre, le secteur d'activité dans lequel on est, ou sans être un homme ou une femme hyper connue à dire, voilà, j'ai l'idée du siècle, c'est pas ça. C'est dans mon quotidien, comment je peux me prendre en main et expérimenter des choses qui sont justes pour moi. Tu parles d'ailleurs que notre civilisation sera sauvée par les initiatives individuelles, ce que tu viens de dire à l'instant. Tu crois plus en l'individu, toi, personnellement, pour changer les choses, pour évoluer? Alors, c'est pas que je crois plus en l'individu, je pars du principe que les dynamiques individuelles et collectives s'auto-alimentent. C'est-à-dire que le collectif a besoin de l'énergie individuelle, ben, de chacun de ses participants et puis de participants, singuliers qui vont donner du boost, qui vont donner des idées un petit peu, qui font bouger les idées reçues, hein, qui chamboulent. Donc on a besoin les collectifs ont besoin des énergies individuelles, on va dire de masse qui créent l'inertie, hein, qui créent le mouvement, et d'idées singulières qui perturbent et qui permettent d'avancer, hein. Mais en même temps, les individus ont besoin de ce qui se passe au niveau collectif pour que ça se diffuse, pour que leurs expérimentations, leurs idées, etc. se diffusent. Donc les deux s'auto-alimentent, et ça a toujours été le cas. Là où je mets le doigt aujourd'hui, c'est que on parle trop d'initiatives collectives, dans le sens où j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier ce que l'on peut faire nous individuellement. Et il y a déjà énormément de choses qui se font de manière collective. Il y a énormément de collectifs citoyens, sur tout un tas de registres différents, hein, politiques ou pas, économiques, artisanaux. Il y a énormément de collectifs qui existent, mais si on attend que le collectif fasse, en fait, ça ne va pas bouger suffisamment. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup, et puis les collectifs, il y a une inertie, parce qu'il faut se mettre d'accord, parce que les collectifs, ils sont aussi coincés dans le modèle actuel. Donc, ils rentrent dans le modèle pour essayer de le faire changer. Alors qu'individuellement, on a plus de marge de manœuvre pour être marginaux par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc, j'insiste sur les activités, les engagements, les expérimentations individuelles, parce que je trouve qu'en mettant cet accent-là, ça viendra compléter de manière très active ce qui se passe au niveau collectif, et je pense que c'est de ça dont on a besoin. Donc oui, n'ayons pas peur d'agir individuellement et de faire ce que l'on a à faire, parce que par exemple, sans avoir forcément besoin de le revendiquer, ça va donner des idées à ceux qui nous entourent.
là où le collectif a besoin de revendiquer un petit peu ce qu'il est en train de faire. Pour ceux qui nous écoutent en direct dans la voiture ou dans le canapé, nous sommes toujours avec Audrey Chapeau sur Radio Couleur Lyon, Radio Couleur Nord-Isère sur le 97.1. Nous parlons aujourd'hui de son magnifique ouvrage Mutation anthropologique, qui est inévitable, selon Audrey Chapeau. Il va falloir faire avec. Le mieux, c'est de s'adapter et de suivre la vague, d'être sur la vague. Et on parlait justement à l'instant des initiatives individuelles. Pour conclure cette parenthèse-là, tu précises, aujourd'hui, il ne faut rien attendre des politiques en général. Tu parles des hommes politiques ou des politiques menées? Les deux. Les deux, et même plus large, il ne faut rien attendre des institutions. Ouais. Ça fait déjà pas mal de temps que je le dis. Comme c'est la fin de notre civilisation, c'est la fin de nos institutions. C'est simplement, et c'est pas grave, c'est comme ça. Et on s'en rend bien compte, toutes ces institutions n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, en fin de compte. Elles sont dépassées par la situation. Qu'on prenne la justice, qu'on prenne l'éducation nationale, qu'on prenne les hôpitaux, qu'on prenne... Enfin, peu importe... c'est fini. C'est fini dans le sens où les solutions qui sont apportées ou proposées ne sont pas suffisamment profondes pour pouvoir amener, pour pouvoir porter les vagues de changements qui sont en cours, d'une part. D'autre part, à partir du moment où ces institutions ont été créées pour structurer, consolider un modèle de société, elles étaient fiables, indispensables, utiles, efficaces dans ce modèle de société. Mais puisque ce modèle de société est en train de mourir, eh ben, ce qui était utile pour elles lorsqu'elles allaient bien, aujourd'hui, sont devenus caduques. Donc, ça ne répond plus. Donc c'est fini et on s'en rend bien compte. On voit bien ce qui se passe. On le vit aujourd'hui dans la rue, le mécontentement en général. La première réaction, on l'a vu avec les grèves des agriculteurs récemment, en France et en Europe, et pas qu'en Europe d'ailleurs. Il y a cette volonté systématiquement de s'en prendre au symbole de l'institution, du pouvoir, de remettre en question l'autorité en général. Et ça, comme tu le dis, c'est vraiment propre à ce que l'on vit aujourd'hui, aux événements, à l'évolution. Notre civilisation ne croit plus en ce modèle, simplement. Oui, et elle a raison, parce que ce n'est plus compatible avec ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est à la fois... c'est les institutions, mais au-delà de ça, c'est même les modèles d'organisation politique que nous avons. Et peu importe si c'est démocratie, république, État fédéral, enfin, on est au-delà de ça. On est vraiment au-delà de ça. Il y a quelque chose d'autre à inventer. Donc, ça ne va pas forcément se faire du jour au lendemain. Bon, il peut y avoir quelque chose de l'ordre Révolution française à nouveau, pourquoi pas, mais ça sera au-delà de juste un changement de régime politique. Une partie très intéressante dans ton ouvrage, tu faisais allusion tout à l'heure, c'est le monde du travail dans lequel on est. Tout est remis également en question actuellement, on le sent bien, le sacro-saint CDI, quelle est sa durée de vie aujourd'hui? Les gens n'y croient plus forcément. Il y a d'autres façons d'exercer son activité contractuellement qu'un CDI. Tu fais allusion à l'autorité aussi du manager qui est perdu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'évolution telle que tu l'as remarqué avec la période Covid et la généralisation du télétravail aussi qui change la façon de manager? Tu en parles très bien dans ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça aussi, ça contribue à cette évolution, à la situation dans laquelle nous sommes, qui implique justement de s'adapter? Oui, alors ce qui s'est passé pendant l'époque Covid n'était qu'une accélération et une amplification de ce qui était déjà en cours auparavant. Alors là où c'était intéressant d'un point de vue sciences humaines et sociales, d'une part, et d'un point de vue expérimentation pour tout un chacun, c'est le fait que c'était la première fois dans
dans l'histoire de notre civilisation. Donc, si on prend, on va dire, 3000 ans, hein, si on prend une échelle très globale, c'est la première fois en 3000 ans qu'on avait une expérimentation imposée à aussi grande échelle. Donc, on a pu voir le meilleur comme le pire de cela, hein. Certains qui n'étaient pas du tout, enfin, qui n'étaient pas plus embêtés que ça dans ce qui s'est passé, et puis d'autres qui ont vu leur vie complètement chamboulée, sans avoir, enfin, vraiment du jour au lendemain, sans avoir besoin de réfléchir, sans pouvoir réfléchir à se dire comment je vais m'y prendre. Donc ça s'est fait sur le tas. Donc ça, c'était particulièrement intéressant. Mais c'est pas ça qui a mis en évidence ce qui était déjà en train de se produire depuis plusieurs décennies déjà, au niveau du travail. On est dans un chamboulement complètement différent du modèle habituel qui était de se dire, ben voilà, on va à l'école. Donc le modèle, j'ai envie de dire même de nos parents, hein, déjà ancien, mais dans lequel on baignait tout le temps, qui est de se dire, voilà, on va à l'école, on va apprendre un métier, quel qu'il soit, et puis on va faire ce métier toute notre vie. Et puis parce que on a eu de la chance au XXe siècle, il y a nos ancêtres qui se sont battus pour qu'il y ait cette invention de la retraite, on va ensuite partir à la retraite et pouvoir profiter d'une fin de vie sans activité professionnelle rémunérée, parce qu'on aura cotisé auparavant. Ce modèle-là, enfin, il ne tient plus du tout la route. Il ne tient plus la route parce qu'en fin de compte, on est dans un modèle linéaire qui ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, même si certaines personnes n'ont pas attendu l'époque actuelle pour expérimenter d'autres modes de vie. Donc, il ne tient plus du tout dans l'époque actuelle, et parce que aussi, et là, je fais référence à un autre livre que j'avais écrit où j'avais bien précisé, enfin, je m'étais concentrée sur cette idée-là, Éloge des métiers hybrides, parce que l'être humain n'est pas un être linéaire qui doit se contenter et qui peut se contenter d'une activité unique toute sa vie. L'être humain, il est un touche-à-tout par nature. Il a besoin d'avoir plein d'activités différentes, complémentaires. Il a besoin de créer, sans forcément être un artiste, hein, mais il a besoin de créer, il a besoin d'expérimenter, il a besoin de plein de choses. Et aujourd'hui, ce qui se révèle dans notre époque actuelle, c'est que par ce qui se passe dans la société, ça nous réveille quelque chose au fin fond de nous-mêmes qui dit, mais ça ne me suffit plus, ce mode de vie professionnel linéaire, ces modalités d'enjeu de pouvoir hiérarchique entre manager et manager, par exemple, hein. Ça ne me suffit plus, ça ne me contente plus, ce n'est plus acceptable. J'ai besoin de beaucoup plus. Et on s'en rend bien compte avec ce que j'appelle la pixelisation du travail et pixelisation des modes de vie et des modes de travail. On n'attend plus maintenant forcément l'âge de la retraite pour prendre des pauses. Donc, il y a plein de personnes qui prennent des années sabbatiques, qui prennent des congés sabbatiques, qui se reconvertissent et qui parfois se reconvertissent plusieurs fois le long de leur vie active. Il y a des personnes qui ont plusieurs activités professionnelles. Enfin, tu en fais partie, j'en fais partie. On a plusieurs activités professionnelles dans notre quotidien. Alors, soit la même journée, soit au cours du mois, soit au cours de la semaine. On a besoin de cette diversité-là. Et ce n'est pas un effet de mode, ça. C'est vraiment indispensable. Alors, en plus de ça, quand on rajoute le numérique, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin d'être sur le lieu de travail, derrière un bureau, si on prend les métiers de service, pour travailler. On peut très bien travailler depuis chez soi ou depuis un espace de coworking, ou on peut très bien faire... en tout cas, on sort du modèle figé du travail et du rapport au travail linéaire, avec une hiérarchie stricte, de ce modèle-là qui nous enferme. Et donc aujourd'hui, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une pluralité de modèles possibles, et une invitation à tester plein de choses différentes. Et donc, certaines personnes, ça leur donne des bouffées d'oxygène, elles sont contentes, et puis d'autres, elles se disent, mais mince, comment je fais? Et comment j'interagis avec ces gens-là? Je ne sais pas faire. Et c'est ça, en fait, qui se passe. Donc, notre rapport au travail est en train de changer, va changer de plus en plus. L'idée aussi de la retraite,
l'idée du travail rémunéré ou pas, comment est-ce qu'on le rémunère? Il y a tout un tas de chercheurs et d'expérimentations sociales qui se mettent en place par rapport, est-ce qu'on doit continuer de travailler contre un salaire ou pas? Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont très engagées bénévolement. Pourquoi celles-ci ne seraient pas rémunérées pour ce qu'elles font et pourquoi des bullshit jobs, donc des jobs à la con, hein, c'est Graeber, un anthropologue qui est décédé maintenant, qui avait écrit ce livre-là il y a quelques années sur les jobs à la con. En fin de compte, on se rend compte qu'on est tellement dans de la bureaucratisation que ça ne fait même plus sens. Et donc, c'est tout ça qui est en train de se rejouer en ce moment. Et donc, je trouve que c'est important de se dire, est-ce que ma situation professionnelle me convient? Est-ce que je peux la modifier? Comment est-ce que je peux m'y prendre? Parce que tout ça, ça va exploser et enfin, ça va continuer d'exploser. Et c'est pas juste télétravail ou pas télétravail, c'est beaucoup plus profond que ça. Après, on ressent bien cette volonté aujourd'hui des personnes de privilégier la vie de famille, le bien-être, comme tu disais, les congés, les années sabbatiques qu'elles sont posées. Cette volonté aussi aujourd'hui de ne plus se soumettre à une autorité en permanence, le travail. Je disais tout à l'heure, c'est la fin de la notion de carriériste. Les gens ne font plus carrière, ils n'ont pas forcément envie, il y en a encore qui le sont, hein, mais la plupart des gens aujourd'hui font plusieurs activités. Il y a ce besoin de liberté, de remettre un sens dans sa vie, pas se lever le matin pour travailler, métro, boulot, dodo, rentrer, pas voir ses enfants grandir. Tu le sens, enfin, tu en parles. C'est vraiment intrinsèque à notre société aujourd'hui, ça, de cette volonté de changer les choses. Oui, et alors il y a plusieurs facteurs, hein. Là, on est sur ce qui en découle, hein. Et c'est ce que j'explique, enfin en tout cas c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. En fait, d'une part, on a besoin d'expérimenter. On a besoin d'expérimenter et de ne pas être enfermé dans un modèle unique linéaire, comme je le disais. L'être humain a besoin d'activités, qu'elles soient professionnelles ou pas. Il a besoin de plein d'activités. Donc, il y a des personnes qui ont un job dans lequel ça va pas, enfin voilà, c'est plus ou moins alimentaire, mais elles trouvent leur compte avec d'autres activités en dehors et c'est très bien, elles ont leur équilibre de vie, hein. Ce dont il est question, c'est de l'équilibre de vie, c'est pas forcément l'équilibre professionnel, c'est l'équilibre de vie. Et ce qui change radicalement en ce moment, il y a un aspect intergénérationnel, mais pas que, hein, c'est pas que ça ce dont il s'agit, c'est le fait que pour, on va dire, nos générations et celles de nos parents, hein, si je prends Cédric et moi, hein, pas les auditeurs évidemment, mais voilà les cinquantenaires et puis nos parents, ou quarantenaires et nos parents, le travail, c'était une sorte de finalité. C'est-à-dire que si on avait une situation correcte où on pouvait subvenir à nos besoins matériels, être une source de sécurité pour notre famille, pour élever voilà, nos enfants, conjoints, etc. Enfin, voilà, vivre ensemble, on va dire. C'était une finalité en soi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le travail en tant qu'activité rémunérée ne peut plus être une finalité en soi. Ça ne suffit plus. C'est ça qui fait plus sens. C'est pas le fait d'avoir une activité qui fasse sens pour ce qu'elle est. Si c'est une activité alimentaire, ça fait sens. Ça fait le sens d'être alimentaire. Ce qui change fondamentalement, c'est le fait que le travail soit une finalité en soi. Aujourd'hui, les gens, de plus en plus de personnes revendiquent, prennent conscience et revendiquent le fait que, oui, il y a mes activités professionnelles ou mon activité professionnelle, mais je ne me limite pas à ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, et encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui se présentent en disant, et tu vois, comme tu l'as fait en début d'interview, bonjour, aujourd'hui nous recevons Audrey Chapeau, anthropologue. Je ne me limite pas au fait d'être anthropologue. L'étiquette. Mais c'est l'étiquette. Et l'étiquette, elle n'est pas, oui. sur la couleur des cheveux ou sur un trait de personnalité. Elle est sur la profession ou l'activité professionnelle ou le statut. Oui, mais ça, c'est qu'une partie de ce que nous sommes. Et outre anthropologue, je suis bien autre chose. Et ça ne me finalise pas, en fait.
Et c'est vraiment de ça dont il est question. Le fait que le travail aujourd'hui, les activités professionnelles que nous avons, ne sont plus ni la finalité, ni l'étiquette principale qui nous définit. Et ça, c'est une bonne nouvelle, Très bonne nouvelle. je trouve. Je suis tout à fait d'accord. Pour ceux qui nous suivent, nous rentrons dans le dernier quart d'heure, ma chère Audrey. Vous êtes bien sur Radio Couleur Lyon, Radio Couleur Nord-Isère. Nous parlons de l'ouvrage Mutation anthropologique que voici, que voilà, pour ceux qui sont avec nous en direct, en tout cas qui regardent l'émission en replay concernant l'émission d'Audrey Chapeau sur Facebook et YouTube. Mutation anthropologique au cœur de l'inévitable métamorphose de notre civilisation. Donc nous y sommes, voilà. Tu reprends tu annonces dans ton livre une phrase qui, je pense, est la phrase clé de cet ouvrage. Les sociétés en avance ne sont pas celles que l'on croit. Tu es anthropologue, tu as beaucoup voyagé, les peuples, ce qu'on appelle les peuples premiers, ces gens, ces personnes qui sont en retrait, ailleurs que dans nos cités, voilà, chercher le terme de cités. Tu crois que c'est là qu'on doit chercher nos réponses? On doit revenir au sacré, au vivant, aux traditions? Alors, dans ta question, il y en a 2. Il y en a plein de questions. Enfin, j'en entends 2 Ouais, principales. Donc je vais juste différencier pour pas porter à confusion, on va dire. Alors, les peuples, ce qu'on appelle les peuples premiers, c'est-à-dire les populations qui vivent ou qui essayent de vivre toujours selon des modes de vie traditionnels, c'est-à-dire qui essaient de préserver leurs traditions et qui essaient de garder distance par rapport au modèle de civilisation occidentalisée avec ses progrès technologiques Bien sûr, oui. dans lesquels nous baignons. Donc c'est eux qu'on appelle les peuples premiers, globalement. Mais il y a aussi des grandes civilisations qui sont toujours en lien avec leur sagesse ancestrale. Alors, moi, j'ai un focus très particulier parce que j'ai passé quand même pas mal d'années à travailler sur l'Inde. Si on prend l'Inde, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un peuple premier. On est sur une grande civilisation. Ils sont à la pointe de la technologie sur tout un tas de domaines, notamment en médecine, en informatique, etc. Mais ils sont toujours très, très attachés, très, très liés à leur sagesse ancestrale, à leur tradition. Donc, ce n'est pas forcément... on entend beaucoup parler des peuples premiers aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément des petites tribus qui vivent très en retrait. Ça peut être... C'est en lien avec nos sagesses ancestrales, que ce soit sur une grande civilisation ou sur des petites tribus. Donc ça, c'était la première clarification que je souhaitais mettre en évidence. Le deuxième aspect, cette phrase clé que tu as relevée, c'est d'une certaine manière une sorte de pied de nez, en fait, que j'ai voulu mettre en évidence. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, je ne dis pas que ce sont eux qui ont raison. Oui, voilà. C'est juste pour contrebalancer la tendance que nous avons dans notre société à nous penser comme à la pointe de ce que l'humanité est, parce que nous prenons comme modèle de référence cette idée de progrès technologique et de niveau de vie économique. Alors là, je résume vraiment très, très, très grossièrement. Je le détaille dans le livre, mais si on prend comme critères d'évaluation de l'évolution de l'humanité les progrès technologiques et le développement économique, évidemment, notre civilisation est à la pointe. Ce que je mets en évidence, c'est que d'autres civilisations, d'autres sociétés ne sont pas à la pointe si on prend ces 2 critères-là, mais si on prend d'autres critères, peuvent être à la pointe, là où nous sommes à la traîne. Et ce que je mets en évidence, et qui est un petit peu le fil conducteur de mes autres ouvrages aussi, c'est pour moi l'un des gros problèmes de notre civilisation occidentalisée aujourd'hui, c'est le fait que nous nous sommes coupés de 2
de 2 registres qui me paraissent essentiels, qui sont 1, le rapport à l'incertitude et 2, le rapport au sacré. Le rapport à l'incertitude parce qu'on est dans une société qui a toujours voulu, enfin qui depuis très longtemps veut tout contrôler, maîtriser, etc. Donc on ne sait plus faire avec l'incertitude. Et c'est ce que l'on a expérimenté pendant la période Covid, c'est-à-dire on se disait mais mince, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? On veut toujours savoir, maîtriser, contrôler, assurer, là où d'autres populations, si je reprends l'exemple de l'Inde, c'est comme ça, si je prends l'exemple en Afrique, avec toutes les diversités de ce qui existe en Afrique, ce sont des populations qui sont toujours connectées, qui acceptent toujours l'incertitude du lendemain, l'incertitude de la fatalité. Ils ont appris à vivre comme ça et ça leur va très bien. Et c'est comme ça que on aurait intérêt à vivre parce que ça nous éviterait beaucoup de pathologies, ça nous éviterait beaucoup de stress, ça nous renouerait à ce que nous sommes. Hein, on ne peut pas faire sans. L'être humain ne peut pas tout contrôler. On n'est pas Dieu incarné. C'est bête, mais c'est comme ça. On n'est pas Dieu incarné. Donc, cette incertitude et le sacré, c'est le rapport au vivant. C'est le rapport à quelque chose qui nous dépasse. C'est le rapport à notre sensibilité, à nos sens. Hein, c'est quelque chose de très englobant, mais d'inévitable. Si on veut ne pas se transformer en robot. Hein, et notre modèle de civilisation nous amène à nous couper de ça. Hein, alors par vagues successives, je l'explique en détail, mais et ça nous mène à notre perte. Là où d'autres modèles de société, peuple premier entre autres, eux sont en avance par rapport à nous parce que ils n'ont jamais renoncé à intégrer l'incertitude dans leur quotidien et ils sont toujours en lien sacré avec ce qui les entoure. Ils ne se mettent pas au-dessus du reste des animaux, de la végétation, de leur environnement. Ils se mettent partie intégrante, comme élément de partie intégrante avec des responsabilités, des avantages, des inconvénients. Et donc cette acceptation-là fait que de ce point de vue-là, ils sont nettement en avance par rapport à nous. Ouais. Tu le dis très bien dans ton ouvrage, tu le précises, nous devons raviver notre humanité. Et tu précises également que l'homme n'appartient pas au vivant, enfin, il appartient au vivant, pardon, Oui. il n'est pas supérieur au vivant. C'est ça que signifie tout ça. Donc ça veut dire que par rapport au règne animal, on fait partie de ce fameux règne animal, on est un ensemble, on ne doit pas lui être supérieur. C'est ça que tu veux préciser? Oui. C'est ça qui va amener l'adaptation, le changement. Le fait de revenir à nos racines, à considérer qu'on n'est pas supérieur au vivant en général, qu'on doit simplement accepter qu'on fait partie de ce tout. C'est ça qui va nous sauver. C'est ça la solution selon toi? Alors ça, c'est mon point de vue, mais qui n'exclut pas le fait que déjà, comment est-ce qu'on définit l'être humain vivant, hein, et là, il y a des personnes qui sont plutôt investies dans la lignée, on va dire, enfin dans l'intention du transhumanisme. Donc quand on parle de transhumanisme, ce sont des personnes qui pensent que la technologie va pouvoir amener l'homme à se surpasser, hein, et à devenir un surhomme. Donc, il y a déjà des événements de cet ordre-là, hein, dans notre quotidien, et des choses qui existent déjà, mais il y a une certaine partie de la population qui cherche encore plus. Et ça va exister encore plus, certes. Moi, je me méfie par rapport à ça parce que je pense que au bout du compte, ça nous éloigne toujours plus de notre humanité. Donc moi, je suis plutôt pour renouer à notre sensibilité, renouer à notre corps, être en lien avec des questionnements éthiques, de se dire, c'est pas parce qu'on sait le faire qu'on doit le faire. Hein. C'est pas parce qu'on sait empêcher des maladies qu'il faut chercher à devenir immortel. Voilà, donc moi je mets beaucoup de bémols par rapport à ça. Mais après, chacun pense ce qu'il veut et fait comme il veut. Mais
ce que je trouve intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, aujourd'hui, quand on dit qu'est-ce que c'est que l'être humain, en fait, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Et en tant qu'anthropologue, et j'y consacre un chapitre en fait en se disant, mais toutes les définitions que l'on a eues dans notre histoire de comment nous définir nous en tant qu'être humain, c'était toujours par rapport à des animaux. Et au fur et à mesure, alors j'en dresse une liste, je ne sais plus, de 20 ou 30 exemples, Oui, oui, oui. où je dis, ben voilà, pendant longtemps, on a cru que l'homme était homme parce qu'il se différenciait des animaux sur tel point de vue. Et puis, en fin de compte, ben, les recherches et les découvertes scientifiques ont montré que ben, non, l'animal aussi est capable de ça. Donc, on ne peut plus se différencier des animaux de cette manière-là parce que les animaux sont, on le sait maintenant, on a les preuves. Et donc, quand on regarde comme ça, on a des suppositions, des hypothèses. Mais est-ce que ce sont les hypothèses réelles qui nous différencient des autres animaux, ou est-ce que ben, dans les quelques années à venir, la science va nous permettre de nous rendre compte qu'en fait, cette hypothèse se casse la figure, comme les autres avant nous, avant aujourd'hui, se sont cassés la figure. Donc, en fin de compte, on n'est pas très sûr de ce que c'est qu'un être humain aujourd'hui par rapport au reste du règne animal. Et donc, rien que ça devrait nous questionner pour nous mettre un petit peu plus prendre de la distance par rapport à ce piédestal sur lequel on se positionne aujourd'hui. En parlant de ce risque d'asservissement de l'homme par la machine, quelle est ta position, toi, par rapport à cette notion d'intelligence artificielle aujourd'hui, en tant qu'anthropologue? Je te mets l'étiquette anthropologue. Oui, C'est oui, quoi, oui. t'as vu, je fais exprès, hein. Quelle est ta position, toi? Danger ou évolution naturelle? Les deux. Oui. Les deux, je trouve que On perd notre humanité, encore une fois, là? enfin, aujourd'hui, si je devais revenir rien que sans ordinateur, sans téléphone, je serais bien triste. Enfin, je trouve que c'est fantastique, c'est très très bien. Et j'ai pas envie de perdre ça. Et il y a encore plein de choses qui vont arriver, qui seront fantastiques. Donc, chouette, mais en même temps, pas à n'importe quel prix. Donc, c'est pour ça que je te dis les deux. C'est à la fois un progrès, ça nous facilite la vie, ça nous ouvre des possibilités énormes, même dans la recherche, hein. Enfin, je veux dire, en tant qu'anthropologue, moi, quand je me rappelle, quand j'ai commencé, que j'allais dans les bibliothèques avec les petites cartes papier pour trouver un livre, j'ai perdu un temps de fou, en fait, par rapport à aujourd'hui où tout est sur Google. Oui, oui. Alors après, ça amène d'autres compétences nécessaires à développer. C'est pas parce que tout est accessible que tout est juste. Donc maintenant, ça amène des compétences de tri, de filtre, comment accéder à l'information, comment la critiquer, comment l'ajuster par rapport à nos besoins, etc. Mais en même temps, c'est ce que je disais juste avant, c'est pas parce qu'on sait faire qu'il faut faire. Donc cette intelligence artificielle, ou ces progrès technologiques, numériques, etc., c'est pas parce qu'on est capable de le faire qu'il faut le faire. Si je prends l'un des gros exemples caricaturaux du XXe siècle, c'est pas parce qu'on sait faire la bombe atomique qu'il faut la faire exploser, hein. Et on est dans ce registre-là. Et avec l'intelligence artificielle, c'est de ça dont il est question. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des maisons d'édition qui commencent à mettre des labels certifiés ouvrages écrits sans intelligence artificielle, sans ChatGPT. Oui, tout à fait. Et ça ne veut pas dire que ChatGPT, c'est pas bon. Enfin, je veux dire, en termes d'expérimentation, de tests, de questionnement philosophique, etc., c'est fantastique. Mais attention à ce que l'on en fait. Donc, et c'est là que revient la phrase « raviver notre humanité ». Qu'est-ce que nous voulons être comme type d'être humain demain? Puisque tout est possible potentiellement, est-ce qu'on veut que tout soit possible? Ou est-ce qu'il y a des registres sur lesquels on se dit « hop, 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 attention ». Là, il y a des frontières à ne pas franchir. Et on est dans l'éthique et on est dans comment on s'imagine demain. Hein? Je crois que tu as bien fermé ce dossier avec ces belles phrases. Voilà, donc rien n'est perdu, tout est devant nous, c'est à nous de nous adapter. Voilà, il faut avoir de la hauteur sur les événements, il ne faut pas prendre pour
argent comptant, voilà, tout ce qu'on Mmh. peut faire, tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on nous dit, il faut filtrer. Voilà, c'est ce qui fait qu'on va évoluer avec ce retour peut-être éventuellement à l'essentiel. Merci infiniment, Audrey. C'est déjà fini. On a déjà fait Merci 1 heure Cédric. ensemble. Merci infiniment. J'espère que tu as passé un bon moment euh, sur Lyon et sur Radio Couleur Lyon. Le petit mot de la fin pour vraiment achever cette heure. Si tu avais un petit mot de la fin, une lueur d'espoir, comme quoi, en effet, tu l'as dit, hein, l'espèce humaine n'est pas menacée du tout. On vit quelque chose qui est tout à fait naturel, une mutation anthropologique Oui. inévitable. Le petit mot de la fin? Beh, justement, c'est que c'est pas inévitable et que, je crois vraiment en la multiplicité. Je pense pas qu'il va y avoir un modèle unique. Je pense que chacun va pouvoir trouver la place qu'il a envie, avec des modèles différents qui vont cohabiter. Donc, il y en a pour tous les goûts, en fait. Mm. Donc autant monter dans le train plutôt que de se faire embarquer, voilà et puis de pas savoir ce qui se passe. Donc c'est vraiment une invitation à se dire que tout est possible et que ça va se faire, même si c'est inconfortable. Oui, c'est inconfortable, mais c'est pas grave. Rien n'est grave, tout est juste. Merci Audrey. Merci. Tu ne Merci quittes pas. Cédric. Je te reprends juste après l'antenne. D'accord. À tout de suite. Merci Audrey de ta participation à l'émission ici maintenant. Merci.